Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 180e rencontre en endroit où aller, où nous avons ce soir la joie d'accueillir Isabelle Desesquelles pour un roman inédit qui est sorti aux éditions Pocket qui s'appelle S'abandonner. Pour l'interviewer ce soir, nous partons à Caen, dans la librairie de Valérie Barbe qui s'appelle Brouillon de Culture. Avant de vous laisser discuter, mesdames, il y a aussi des librairies partenaires ce soir. Se joignent à nous la librairie Charlemagne à Toulon et la librairie Antoine à Versailles qui ont beaucoup aimé votre livre, Isabelle. Nos amis participants peuvent toujours poser des questions à Isabelle par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser et je me ferai une joie de venir les poser après votre entretien. Valérie, Isabelle, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Merci. Isabelle, coucou. Valérie, bonjour. Alors je suis Bonsoir. très très contente de te revoir, même si c'est d'une manière un peu particulière. On n'avait jusqu'à présent pas eu l'habitude de se rencontrer sur le web, hein. Ça Et fait un moi, peu j'avoue bizarre. que ce Zoom est une première. C'est une première. Je n'en ai jamais fait jusqu'à Bon, présent. ben écoute, Autant, moi non autant que ce plus. soit pour un livre et que ce soit pour la littérature. Et donc ça, Exactement, voilà. exactement. Et puis, ben, c'est une chouette manière de parler des livres en ces temps de difficultés. Donc au moins, ça permet, voilà, de promouvoir des livres. Et alors ce soir, s'abandonner. Donc c'est important quand même de dire qu'il paraît là aujourd'hui et directement en pocket, ce qui n'est pas toujours le cas. Et moi, je sais que je l'ai reçu à l'office hier, je l'ai bichonné, il est déjà dans toutes les bonnes librairies. Et je pense que dès le départ, il faut un peu situer le roman. Donc, on va suivre Claire, qui va quitter un mariage qui ne lui convient pas, mais qui va surtout essayer de comprendre un petit peu mieux les choses et qu'on va accompagner dans le désert. À travers ce roman-là, j'ai eu l'impression que tu explorais des thèmes qui te sont chers, euh, l'enfance, le, comment dire, la famille, mais les sentiments aussi, le poids des souvenirs qui peu à peu apparaît quand même, qui transparaît petit à petit d'une manière un peu plus vive dans le roman. Mais je me demandais si toi, tu situes ce livre, où tu le situes dans ton œuvre, parce qu'effectivement, il y a des éléments que l'on retrouve, mais à la fois aussi, c'est un roman complètement différent de ceux qui l'avaient précédé, des deux ou trois qui l'avaient précédé. Oui, il est différent parce que je dirais que ce roman qui sort aujourd'hui, qui est en inédit, tu viens de le dire, en fait, il s'est écrit en moi alors que je marchais dans le désert, dans le Sahara chaque hiver, et cela date d'il y a une vingtaine d'années. Et je crois que tout simplement la réponse est là. C'est-à-dire que alors que je marchais chaque hiver dans le désert, il y a 20 ans, chose que je n'ai pas fait depuis 15 ans maintenant, je partais avec des petits carnets que je remplissais fébrilement. Les premiers hivers dans le désert, je n'avais pas encore commencé à écrire mon premier roman. Je ne savais pas que je publierais un jour. Je n'osais, non pas l'espérer, mais je n'osais l'imaginer, moi qui ai pas mal d'imagination. Et, et je pense que c'est pour cela qu'il recèle ce contraste que tu vois, que tu as lu, puisque tu as lu effectivement les livres précédents. Donc à la fois, il paraît aujourd'hui, et en même temps, c'est pour ça que je dis, c'est écrit en moi il y a 20 ans. C'est pas que je l'ai écrit il y a 20 ans, hein, la nuance, elle est là, mais il s'est écrit en moi il y a 20 ans. Et quand tu parles de ressemblance, évidemment aussi, parce que tous mes romans, tous mes livres, que ce soit le dernier précédent paru Impur, où je voudrais que la nuit me prenne, ou que ce soit celui-là, S'abandonner, ils se sont écrits en moi depuis une quarantaine d'années. Il y a une date très précise, hein, c'est l'été de mes 8 ans,
où j'ai commencé ce que j'appelle l'écriture mentale. Un jour précis, le 25 août 76, jour 25 août qu'on retrouve dans nombre de mes romans, nombre de mes livres, et qui marque, je dirais, ce jour de l'enfance arrachée, la tragédie. Et ce tragique est entré dans mon existence, dans ma vie, dans mon enfance et dans la famille. On le retrouve de livre en livre. Mais quand s'abandonner a grandi en moi, encore une fois, je n'avais pas écrit mon premier roman, je me souviens de tout. Et quand il s'est agi dans un échange avec Pocket, qui avait publié donc en poche mes 3 derniers romans, et qui me dit, ce serait bien, Isabelle, on sort souvent vos romans dans ce qu'on appelle des sorties d'hiver, hein, septembre, janvier, et ça serait bien peut-être, voilà, les lecteurs sont là, et d'aller aussi à leur rencontre sur une autre saisonnalité. Est-ce que, voilà, ils m'ont dit, bon, et en fait, ça s'est imposé. J'ai immédiatement pensé à ces carnets du désert, à ces carnets du D'accord. Sahara. Et quant au fait que ça paraisse directement en poche, bon, on en parlera peut-être, mais j'ai été libraire pendant 15 ans. Et on n'est pas libraire pendant 15 ans sans accorder toute son importance à ce qu'on appelle la pochothèque. On sait quel vivier c'est une pochothèque. On sait aussi pour le lecteur de fond, pour le libraire de fond que j'essayais d'être et que je reste en tant que lectrice, on sait comme la vie d'un livre se joue là aussi. Et ça me paraissait absolument naturel que ce texte qui a commencé dans des petits carnets, ça va peut-être faire sourire certaines, c'est ces carnets Actes Sud allongés qu'on recevait quand on était libraire, hein, il y a 20 ans, des carnets étroits. Et d'ailleurs, dans la collection Actes Sud, un endroit où aller, j'y pense à l'instant, c'était une collection qu'avait créée Hubert Nissen. Et en fait, donc, c'est dans ces petits carnets étroits et allongés, je saisissais, j'écrivais, je remplissais hiver après hiver tout ce que faisait surgir en moi le Sahara et le désert. Pour dire les choses précisément, j'étais évidemment en grande proximité avec Claire, la femme de s'abandonner. J'avais son âge alors, je cherchais comme elle alors d'où je venais en arpentant le Sahara et particulièrement les Agères où elle se situe s'abandonner. Et en fait, voilà, pour moi, il y a une sorte d'évidence entre l'immensité du désert, l'immensité que recèle un carnet dans lequel on écrit, et évidemment l'immensité d'une librairie, jusqu'à aujourd'hui permettre une rencontre. C'est-à-dire on explose les murs de la librairie, on explose les consignes de confinement il y a 1 an, fermeture des librairies qui sont maintenant considérées comme commerce essentiel. Et voilà, tout part du désert, tout part d'un petit carnet et tout arrive où j'ai vécu et respiré pendant 15 ans, à savoir dans une librairie et une pochothèque, particulièrement une pochothèque. Parce que la pochothèque, elle permettait, pour la libraire que j'étais et pour l'auteur que je suis aujourd'hui, elle permettait d'être, je dirais, en belle compagnie. Parce que je suis beaucoup une lectrice je suis davantage une lectrice pas forcément de la littérature contemporaine. Et c'est particulièrement dans la pochothèque qu'on trouve les livres des auteurs qui me sont chers, des auteurs d'élection. Je me souviens, je me vois me planter devant les livres de Jack London parce qu'il y avait Martin Eden et tous les autres. Je me vois me planter devant les livres de Fitzgerald parce qu'il y avait Tendre et la nuit. Je me vois évidemment me planter devant les livres des sœurs Brontë. Bon, voilà, c'était ça une pochothèque pour moi. Et ça reste ça. Et me dire que s'abandonner et confier aux libraires qui veillent aux pochothèques, je trouve que c'est très beau dans la vie d'un auteur. Donc ce livre, il a germé un peu comme une rose de Jéricho, si je comprends bien. Ah là, Valérie, quand tu as commencé ta phrase, ce livre a germé, j'ai pensé à la rose de Jéricho immédiatement. Oui, c'est ça, c'est ça. La rose de Jéricho, comme je l'écris et comme tu l'as lu dans S'abandonner, qui
dont les racines s'enfoncent loin, 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 loin sous terre et sous le sable ou sous la pierre et sous la roche, à la recherche d'une goutte d'eau, et qui, une fois qu'on l'a cueillie, et c'est le cas, c'est-à-dire 20 ans après, les roses de Jéricho que j'ai cueillies dans les Agères, elles sont chez moi, 20 ans après qu'elles aient été cueillies. Et si je les sors la nuit avant d'aller me coucher, le matin avec la rosée, elles sont toutes ouvertes. C'est très troublant. Et quand des enfants viennent à la maison, et pas que les enfants, leurs parents, je leur montre ce que c'est que la vie des roses de Jéricho. Effectivement, c'est très étonnant. Enfin, c'est presque, je trouve que ça, je voulais reparler à un moment, mais il y a quelques aspects magiques du désert que tu montres, et je trouve qu'elles en font absolument partie, ces fleurs qui sont à la fois mortes et vivantes. Ces fleurs que j'ai donc cueillies il y a 20 ans, pour dire les choses, elles sont chez moi, juste dans le passage où il y a les livres, le passage où je passe le plus de fois par jour. Elle, quand je pense aux roses de Jéricho, je pense au mot savant pour les nommer, qui est Anastasis, et qui veut dire résurrection. Et c'est vrai que voilà, écrire, l'écriture, c'est être du côté de la vie, et c'est faire de quelque chose qui pourrait être mort la vie encore. Voilà, donc D'accord. c'est vrai que ça résonne beaucoup, ce mot résurrection, et ce mot, et voilà, ces roses de Jéricho, c'est un grand trouble parce que je vis avec. Je ne vais plus marcher dans le désert, j'espère y retourner. J'y retournerai, mais elles sont là, et il est là, et c'est sans fin. D'accord. Alors, si on revient sur le désert, si on quitte les roses, euh, moi j'ai presque eu le sentiment que le désert en lui-même devenait un personnage. Oui. C'est-à-dire que il y a plein de personnages, quelques personnages qui sont magnifiques, dont on va parler plus en détail, mais le désert en lui-même, déjà, est un lieu mouvant. Ça, tu le montres très bien, c'est-à-dire que il se change sous une tempête de sable, tout ça, et revient à ce qu'il était, comme une espèce d'éternel. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu le sentiment que tu en faisais un personnage. Alors, je ne sais pas du tout si c'est parce que tout simplement ça s'impose dans l'écriture, si c'est inévitable comme un lieu comme ça, un peu comme une forêt, ce qui est très contradictoire vu que c'est un lieu où il n'y a aucun arbre, où il n'y a que très peu d'eau, mais ça m'a fait exactement la même impression en lisant, tu vois. Oui, Euh, je vois. En fait, quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire pour reprendre ce que tu viens de dire en posant la question, en disant est-ce que ça s'impose au cours de l'écriture? Être juste, ça ne s'est pas imposé au cours de l'écriture, ça a imposé au texte d'être ce qu'il est. C'est-à-dire que c'était là avant l'écriture. C'était presque un, un présupposé de départ. Que exactement, c'est ce que je me suis formulé avant d'écrire, pendant l'écriture, mais encore une fois, avant d'écrire, l'être, il en devient un être. C'est-à-dire mhm. le désert en devient un être. Parce que j'ai du mal quand j'écris, tous ceux que j'écris sont des êtres. Je n'arrive pas à les voir comme des personnages. Ce sont des êtres, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et pour Aménocal, ce sont des enfants. Dans celui-là, Aménocal ou Clémence ou Benjamin dans les précédents, ce sont des enfants. Ce sont jamais des personnages. Pour ça d'ailleurs que c'est parfois troublant, ce trouble d'être à la fois unis à eux. Bon, voilà, bon, peu importe, mais toujours est-il que le désert, voilà, c'était un acte, il dictait, et en fait, il y a cette unité de temps et de lieu dans le Oui, roman, oui. unité de lieu, on ne quitte pas le Sahara, et unité, et précisément les Agères, et unité de temps, on se joue sur quelques mois,
Et effectivement, le désir et presque la nécessité d'écrire le désert, le Sahara, que ce soit le roman du désert, mon roman du désert, a dicté, je dirais, tout le reste, à savoir les jours s'égrènent dans la première partie, hein, c'est un roman en 2 parties, les jours s'égrènent au fil des jours de marche de ces deux dont on parlera, Claire et Haït, côte à côte, et de la découverte d'eux-mêmes, à la fois dans leur histoire respective, qui vont se livrer l'un à l'autre, et à la fois, je dirais, dans ce sorte de carambolage que leur histoire respective va provoquer, puisque l'un et l'autre partagent, alors qu'ils sont de parfaits étrangers l'un à l'autre au premier jour, ils découvriront au fil des jours qu'ils sont nés du même secret, je dirais. Voilà, c'est un peu c'est peut-être le cœur de s'abandonner, et le désert, c'est ses poumons, c'est mon estomac aussi. Alors justement, ce personnage, Haït, qui est un homme bleu, en fait, un Touareg, un nomade, c'est un personnage magnifique, Haït, je trouve. Et c'est un personnage extrêmement secret, extrêmement calme. De cet homme sort une sérénité qui est complètement contradictoire, enfin une sérénité au quotidien qui est complètement contradictoire avec ce qu'il a vécu, manifestement, qu'on va découvrir petit à petit. Tu nous montres petit à petit, par petites touches, ce qu'il a vécu. Et justement, moi, je trouve qu'à chaque fois que tu évoques Haït, au fur et à mesure, ce sont des touches, à la fois des touches de couleur, des touches du passé qui arrivent. Et à un moment, il y a certaines scènes quand ils sont, par exemple, sous la tente. J'ai eu presque l'impression, ça m'a fait penser à certaines peintures orientalistes complètement intemporelles, mais qu'on pouvait en peindre de la croix, mais là c'est complètement intemporel, c'est-à-dire qu'ils sont à un moment coupés du temps, pas forcément coupés du monde, ce n'est pas ça, mais coupés du temps. Et en même temps, à d'autres moments, tu parles beaucoup de peinture. La peinture est omniprésente dans ce roman. Oui, c'est vrai. Alors là, la peinture, elle s'est imposée. En t'écoutant, je ne le conscientisais pas quand j'écrivais, mais je le mesure à quel point ça s'imposait que même si le roman s'ancre aujourd'hui, même si Claire et Haït appartiennent à notre contemporain, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, éprouvé, et qui s'est imposé au texte, c'est-à-dire que le désir du Sahara, le désir du désert, c'était effectivement échapper au temps, échapper à une violence intime aussi. Et en fait, le calme d'Haït, c'est le calme qui entrait en moi, qui s'installait en moi tout le temps de mes séjours au désert. C'était vraiment quelque chose c'était une addiction. C'était une addiction. Et c'est ce calme que j'éprouve, et c'est le même calme que je retrouve quand j'ouvre un grand livre, quand je rejoins un grand livre, un grand roman. Alors quand je dis grand, j'ai cité tout à l'heure les auteurs devant lesquels je me plantais dans les pochothèques, mais voilà, là je viens de terminer Les ailes de la colombe d'Henry James, où j'ai bien de passer toute l'année écoulée avec Tolstoï. Bon, ou alors quand je lis ce qu'écrit Chittati sur les écrivains. Oui. Voilà, là, ce calme-là, il entre en moi. Et quand j'étais dans le Sahara, c'était exactement ce qui se passait. Et Haït, il est l'expression
ça me trouble que tu l'aies à ce point ressenti, de ce calme qui me retenait, j'allais dire qui me rendait forte, qui me rend forte, qui continue de ce calme, il continue d'être là. Et je suis très heureuse que tu aies ressenti ça avec Aït. Aït, j'ai essayé à travers lui de dire le respect et j'allais dire le respect, quelque chose de, je sais pas, d'invisible qui est très prégnant de ce que c'est que la vie de ces hommes-là, de ce que c'est que la vie des Berbères, de ce que ça veut dire que de naître là. Qu'est-ce que ça veut dire de passer une existence sous une zériba, sous cette tente que tu évoques, sous des pots de chèvres assemblés, avec 3 poules, avec, je l'écris, c'est les enfants qui jouent avec des boîtes rouillées de conserve abandonnées, qui jouent, et avec les coloquintes qui jouent au foot. Alors, je pense que les choses changent et ont changé maintenant avec le téléphone portable, avec l'accès, j'ai envie de dire. Mais en tous les cas, il y a 20 ans, quand j'y marchais, c'était vraiment quelque chose. Voilà, je suis partie chaque fois avec des livres. Le premier que j'ai lu dans le désert, le tout premier, et ça a été quelque chose d'absolument fondateur quand j'écrivais, c'est Maxence au désert, c'est Théodore Monod. Parce que Théodore Monod, c'était un grand homme du désert, mais c'était aussi un grand écrivain. Un grand écrivain, oui. Grand écrivain. Et le disant, j'ai la chair de poule. C'est un grand écrivain, Théodore Monod. C'est un homme blanc-bleu, c'est un homme bleu-blanc. C'est vraiment, il a compris, Et donc Maxence au désert, qui est un texte très, très fin, mais qui contient le désert, c'était comme une sorte de flambeau pour moi. Et puis, il y a eu évidemment l'Atlantide, qui reste quelque chose de Pierre Benoît, l'Atlantide. Et voilà, et là, le Hogar, où j'ai été, hein, j'ai voulu lire l'Atlantide quand j'étais dans le Hogar, donc un endroit qui reste le désert algérien, le Sahara algérien, mais différent des Agères, que j'ai préféré. Et puis La Rose des Sables de Monterland aussi est un texte important. Ce sont bon, il y en a eu d'autres. Il y a eu bien sûr, pardon, Désert de Leclésio, mais celui-là, je l'avais lu bien avant. Je l'avais lu bien avant d'aller dans le désert, quand j'étais à la fin de l'adolescence. Et donc voilà, c'est ce calme d'Aït, cette quiétude, cette sagesse qui n'est pas la mienne, tellement pas, ce calme qui n'est pas le mien, tellement pas. Ça a été bon de les rencontrer, de les écrire grâce au Sahara. Alors, si je peux me permettre une anecdote qui va, j'espère, donner aux gens qui nous écoutent vraiment l'envie d'aller au-delà de cette rencontre, c'est que moi, ce texte-là, je l'ai lu d'un trait. Je ne travaillais pas, je me suis installée chez moi un peu comme toi avec un feu de cheminée. Et paf, je me suis assise dans un fauteuil, j'ai commencé et je l'ai terminé dans la foulée. Et plus je lisais, plus j'étais tranquille. Et ça a dû transparaître, puisque un de mes animaux qui est assez jaloux de tout ce que je peux faire sans lui, au départ, faisait tout pour solliciter mon attention. Et au bout d'un moment, je ne prêtais pas du tout attention à lui, je me suis aperçue qu'il est allé dans le fauteuil en face du mien, ce qui ne lui ressemble absolument pas, et qu'il s'est endormi plus ou moins. Il me regardait, il était couché tranquillement et lui-même était complètement envahi de tranquillité, de quiétude. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, à travers mon attitude qui elle-même est due au texte, ce chat a compris que voilà, il y avait une ambiance sereine qui s'était installée et en fait, il en a profité, il l'a capté. J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, c'est ce que j'appelle, bon, mon fils est dans la pièce, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il m'entende le dire, le pouvoir des livres.
Je crois au pouvoir des livres. Ils ont dicté ma vie, ils ont dicté mon existence. Je crois qu'ils le dicteront jusqu'au bout. Eh ben, Je tu crois vois. au pouvoir des livres et tu viens de le dire. Et ce que tu viens de dire a également dicté le titre, S'abandonner. Mm. C'est vraiment, c'est parfois quelque chose de fatigant de trouver un titre pour son livre, pour son roman. Mais alors là, ça a été une évidence. Ça a été une évidence que peut-être m'ont soufflé les hommes bleus auprès desquels j'ai marché, avec lesquels j'ai cheminé il y a 20 ans de ça, et, euh, et qui m'ont permis, à un moment où j'étais tellement, je dirais, ce qui est clair au début du livre, ce qu'est la femme au début du livre, à savoir quelqu'un dans une sorte de convulsion intime et de une grande interrogation sur où elle est, quel endroit où elle est, et quelle sera la réponse que lui donnera le Sahara. Quand j'écrivais ce livre, il y avait ces mots, il y avait s'abandonner, il y avait, donc je l'ai dit tout à l'heure, les roses de Jéricho qui vont avec le mot résurrection. Il y avait voilà, cette idée d'un roman qui serait le roman d'une renaissance. Et cette renaissance, elle est tout à la fois pour Haït et pour Oui. Claire. Euh, et pour moi, c'est très important. Euh, je ne doute pas un seul instant que même quand on a refermé le livre et sans rien dire de l'histoire et de où ça va les conduire, ces deux-là, euh, c'est une renaissance pour Haït, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, absolument. Et Et voilà. c'est une renaissance pour Haït. Et je pense que il y a un autre personnage que moi j'aime beaucoup qui est Aménocal, le fils. Qui veut dire fils de chef en berbère, Aménocal. D'accord. Voilà, fils de chef. Et Aménocal, c'est quand on écrit, en tous les cas, c'est mon cas, pour chacun de mes livres, il y a toujours, je dirais, des mois, voire des années de recherche des êtres donc à Mhm. écrire. Et systématiquement, dans le livre, s'invite quelqu'un, enfin un être, qui n'était pas, qui n'était pas là au début. Il s'invite. Oui. Et c'est le cas systématiquement. Et en fait, il devient presque mon préféré, chaque fois. Quand le livre, quand j'arrive à la fin du livre et que je sais qu'il est ce qu'on appellerait au cinéma un personnage secondaire, un rôle secondaire, je sais, moi, à quel point il est tout autant, tout aussi essentiel. Et c'est le cas d'Aménocal. C'est vraiment, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, il y a Djenoun, il y en a d'autres, mais Aménocal, il est, euh, il est le fruit et il est né, et je l'ai écrit avec une photo sous les yeux, photo que j'ai depuis raccrochée au mur, qui est dans le mur qui mène dans le mur, sur le mur, pardon, dans l'escalier qui mène à mon bureau. Et pendant le temps de l'écriture, j'avais décroché cette photo. Et c'est une photo c'est une photo qui appartenait à ma mère et qui était donc là quand j'étais enfant et qui fait partie des rares choses, très très rares choses qui ont continué d'être tout au long de ma vie alors qu'elle n'était plus là. C'est la photo de ce petit berbère, ce petit aménocal, ce fils de chef. Il se trouve qu'après avoir été dans le Sahara et avoir marché hiver après hiver, j'ai découvert, je l'ignorais, que pourquoi ces photos chez nous quand j'étais enfant, j'ignorais que le travail, on va dire, universitaire de fin d'études que ma mère a fait était sur les Agères. Je l'ignorais absolument. Hein, D'accord. vraiment. Je l'ai su très tard, bien après avoir rempli ses carnets, bien après avoir cessé d'aller marcher dans le désert. Était sur les Agères, je parle à un moment donné dans le livre, je l'ai vu sur les murs pariétales, la vache qui pleure. Et j'ai eu entre les mains, bien après, des années après, des pages dans lesquelles
elle qui n'y a pas été, qui ne l'a pas vue, la vache qui pleure, mais qui vient de là, ce sont ses racines, et donc les miennes, elle a écrit sur la vache qui pleure. Donc voilà, tout à l'heure, tu as dit mon animal, j'ose dire que c'est un chat, un félin, entre Oui. de ton félin à la vache qui pleure, et encore une fois, le pouvoir des livres qui est là. Eh Auquel oui, je pouvoir crois délivrer là. absolument. Mm. Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup aussi aimé la relation entre Aït et Aménokal, dans le sens où, euh, dans tes précédents romans, l'enfance est toujours là. Mais Clémence, par exemple, dans Je voudrais que la nuit me prenne, Clémence, c'est son papa, il s'adore, lui, enfin, et puis, bon, dans la narration, le papa a beaucoup d'importance aussi. Mais là, au-delà de tout, il y a une transmission inévitable qui se fait, même si père et fils, au départ, sont un peu éloignés. Je trouve ça magnifique comment la présence de Claire va servir de trait d'union entre ces deux êtres. Et cette notion de transmission, je trouve aussi, si tu veux, pour moi, c'est comme si elle appartenait au désert. Je ne sais pas si, tu vois, c'est moi la lectrice qui relie les choses, mais comme si c'était inévitable, presque nécessaire. Je pense en t'écoutant, tout simplement, comment dire, c'est comme si ça découlait de ce que j'ai dit, de ce que j'ai raconté avant avec la vache Ouais. qui pleure. C'est-à-dire que c'est en marchant dans le désert que c'est qu'a monté en moi. Bon, ça a un nom, hein, ça s'appelle la mémoire archaïque. La mémoire archaïque, c'est la mémoire qui se dépose en nous avant même notre naissance et que l'on abrite ou qui nous abrite. Et c'est quelque chose, en fait, que je n'ai de cesse d'écrire, que je n'ai de cesse de chercher. Il y en a qui cherchent, je dirais, la mémoire vécue. Mais Mhm. peut-être moi, je cherche la mémoire d'avant ce qui est vécu. C'est quelque chose, donc, effectivement, cette transmission, elle se fait de façon non pas surnaturelle, mais naturelle. Elle se Très fait naturel. telle que je pense qu'elle serait idéale et que nos sociétés ne le permettent pas forcément, moi la première en tant que mère, de façon idéale, c'est-à-dire dans un respect total de l'individu, de la différence de l'autre et dans un amour qui vaut tout, qui vaut jusqu'à la perte, qui vaut jusqu'à l'absence et, euh, et qui fait qu'on en est fort, qu'on en est grandi. C'est le cas d'Aménokal. Mhm. Et c'est le cas aussi d'Aït, qui au fond sait qu'il ne laisse pas son fils, ou tu l'as dit toi-même au début du roman, ils sont pour des raisons qu'on découvre, ils ne vivent pas sous le même toit de Zériba, sous le même toit de peau de chèvre, mais il y a entre eux quelque chose qu'effectivement l'arrivée de Claire va, non pas révéler, mais j'allais dire, va faire danser, va faire chanter. Et ils ont ça, ils vont vivre ça, ils ont ça qui restera. Oui, et qui est très précieux. Enfin, moi, je trouve que c'est, on peut pas, on va pas dévoiler, mais Non. je trouve que effectivement, c'est un des éléments les plus précieux du livre pour moi, ça. Mais tout comme tu parlais tout à l'heure de Clémence, dans Je Oui, voudrais qu'elle nous prenne, tout comme de façon tellement différente et en même temps, quand on y réfléchit, pas tant que ça, c'est là aussi. Et c'est là encore avec Benjamin dans Un avec pur. Benjamin, oui. Et c'est là encore. Et je sais que c'est là dans d'autres textes que j'ai pu écrire. Mhm. Alors, il y a aussi, tout à l'heure, je parlais de magie, et c'est vrai qu'il y a ce personnage d'Issabatten, je ne sais pas si je le prononce Ça va être bien, exactement. Oui, oui. qui, qui qu'on présente comme une magicienne, en fait, qui connaît des choses, enfin, qui connaît des pouvoirs, qui a Les des rites pouvoirs sacrés. Voilà, les rites sacrés. sacrés.
et qui est, alors évidemment, j'en souris, mais qui est la mort MAURE. Voilà, c'est ce que j'allais dire, qui se présente d'ailleurs dès le départ comme une mort. Voilà. Qui donne à la fois au livre un petit côté danger, dramatique, enfin, dès le départ. C'est-à-dire que c'est... voilà. Elle est une ombre sur toute cette lumière. Elle est une ombre qui n'existe pas normalement dans le Sahara. Enfin, je l'écris à quel point on doit se serrer sur de minuscules acacias, plein de tiques et plein d'épines pour trouver un pan d'ombre, ou alors ce sont les rochers, hein, les grands rochers. Mais elle est une ombre qui plane en plein midi. Oui. Et à la fois, comment dire, S'abandonner, pour moi, c'est un roman extrêmement lumineux. Évidemment, parce que le soleil du désert, parce que le sable, parce que ce qui se réfléchit dans le sable, mais aussi parce que les personnages de S'abandonner sont extrêmement lumineux. Et j'ai l'impression, alors, tu as le côté sombre avec Issa Batten, mais Claire, au fur et à mesure du roman, s'illuminer d'une façon magnifique, à un point tel que, pour moi, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais elle prend une force. À la fin du roman, Claire est une femme forte, capable d'aller largement au-delà de ce qu'elle était venue chercher au départ. Oui, elle est forte de sa rencontre avec le désert, forte de, comme tu dis, c'est bien plus que la lumière du désert. Elle est réconciliée. Elle est réconciliée, elle est apaisée. Elle est consolée. Oui. Elle est consolée. Il y a une bon, il y a ce très beau roman pour moi, de loin, son plus beau roman de Jim Harrison qui s'appelle Dalva. Un des plus beaux personnages féminins de la littérature, me semble. Enfin, en tous les cas, je l'ai relu récemment. Il a réussi là un personnage féminin. Je ne sais pas jusqu'à quand les écrivains, les auteurs vont avoir le droit d'écrire des personnages féminins. Espérons que ça continuera. On n'a plus le droit, quand on est blanc, de traduire des auteurs noirs. Oui. Les auteurs hommes continueront à écrire des romans où les femmes sont magnifiques. Hein, autrement, il faudra mettre au pilori, comme je dis, Emma Flaubert. Et en fait, dans ce roman d'Alva, il y a cette phrase avec laquelle j'écris depuis que je l'ai lu. Je sais précisément quand je l'ai lu, c'était il y a justement une vingtaine d'années. Il parle d'Alva en disant la femme qu'elle est ne cesse et n'a cessé et ne cessera d'abriter la petite fille qu'elle a été, mais qui l'abrite tout autant. La femme abrite cette petite fille perdue qu'elle a été, mais c'est cette petite fille qu'elle n'est plus, qui reste et qui fait la femme qu'elle est. Et en fait, c'est exactement ce que je pensais vouloir écrire pour Claire. C'est ce qu'est Claire, c'est ce que tu as ressenti en lisant, c'est-à-dire, voilà, au début du roman, elle est perdue. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un homme perdu. C'est une femme perdue. Et quand on referme le roman, elle est consolée, elle est réconciliée. Et donc, elle est invincible. J'allais dire elle est forte, elle est puissante, mais c'est bien davantage. Oui. Elle est invincible. Et elle est, j'allais dire, elle est claire. C'est pour ça qu'elle s'appelle Claire. Elle est claire. Elle est claire avec ce qu'elle est. Ouais. Et qui elle sera. Oui, et qui elle sera, et vers où elle va. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Oui, c'est vraiment quand on referme le livre, on est au début en allant dans le désert, elle a rebattu les cartes de son destin, de son histoire, de son passé, et elle a trouvé, je dirais,
la porte où continuer et où tout simplement ce qu'il y a à vivre est plus fort que ce qui est derrière. Mhm. Je vois que l'heure tourne. J'avais toutefois une question encore sur, en fait, tous les livres que j'ai pu lire de toi, et maintenant j'en ai quand même lu Merci. mal, à chaque Livres. fois tu tisses un fil et le lecteur qui suit ce fil, en fait, à son insu, un petit fil transparent, et il arrive, ce lecteur, là où il ne pensait jamais qu'on allait l'amener. Et là encore, à la fin, on est absolument surpris. Et je me suis dit, mais bon, outre, si tu veux, la nécessité peut-être romanesque, enfin, tu vois, où tu dis, bon, mais je te connais assez pour savoir que tu n'es pas une calculatrice dans ta manière de faire, dans ton rapport avec les gens et ton rapport avec l'écriture. Mais c'est comme si à la fois tu nous taquinais et à la fois tu avais ce plaisir de dévoiler si pudiquement les choses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, si tu te rends compte de ce que je veux dire, mais en fait, ce roman-là, et ça, je tiens aussi à le dire pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que à la dernière ligne, vous serez encore surpris. Tu nous entraînes en fait dans un monde, dans une danse, dans un avenir. Et voilà, je ne sais pas si toi, tu en as conscience à ce point-là, mais à chaque fois, je me fais avoir. Alors, j'en ai extrêmement conscience. Et D'accord. voilà, effectivement. Parce que bon, Extrêmement et à ce point-là. Et c'est... je pense que oui, pour toi, tu fais à la fois, ça tient de la taquinerie, peut-être que, tu vois, moi, il y a des moments, je crois voilà, que moi, mais une nécessité d'écrivain, quoi. ça tient de... Je crois que ça tient de la lectrice que je suis, de mes Oui, lectures, de mes préférences. Et que je me vois encore libraire interdisant à des inconnus qui venaient chercher un livre de retourner le livre, de lire. Je me vois encore aujourd'hui fulminant quand il y a des quatrièmes de couverture qui, en qui deux livres, dévoile tout. je veux dire, parce qu'il y a ce plaisir qui est un plaisir très personnel, très intime, parce qu'aussi ça relève j'allais dire, d'une émotion, d'une relation à l'émotion que j'ai quotidienne, permanente, d'être surprise. Et t'écoutant, l'un des mots qui compte le plus pour moi, c'est le mot ravissement. Dans ce double sens de ravissement, c'est-à-dire d'émerveillement et d'être enlevé, d'être ravi. Ravi au monde, ravi à notre quotidien, ravi à ce qui nous dérange, parce que une histoire va être plus forte que la nôtre. Et quand j'écris, c'est très conscient. J'essaye, j'espère, je souhaite que cette histoire que j'écris sera plus forte que celle du lecteur s'il est embarrassé par un chagrin, s'il est embarrassé par une peur. En me lisant, il y aura cette quiétude d'Aït, cette quiétude que m'a donnée le Sahara, cette quiétude que me donne la lecture et tellement, tellement, tellement l'écriture. Eh bien, écoute, en tout cas, j'en suis ressortie apaisée. Eh ben, merci. Et moi, je ressors bouleversée de ta lecture. Merci beaucoup. Merci à toi, Mesdames, Isabelle. je vous ai rejointes, mesdames. Alors, nous Oui. avons toutes les trois un point commun. Nous sommes toutes les trois libraires, parce qu'Isabelle, vous êtes toujours libraire, on va dire ça comme ça. Et Voilà. nous sommes toutes les trois du même COS. Donc, ce soir, c'est le Sud-Ouest qui est en force, je tenais à le dire quand même. Il y a des messages, Isabelle, de nos librairies partenaires. Vous avez un coucou de Nathalie et Antoine de la librairie Je salue Antoine combien je à devais, Versailles. voilà, je devais
au printemps dernier, aller présenter mon livre précédent à la librairie Antoine à Versailles. Voilà, ça n'est que partie remise et je tiens à dire que voilà, Nathalie et Antoine de la librairie, de cette librairie à Versailles ont été tout au fil des mois extrêmement présents, extrêmement fidèles encore ce soir. Et voilà, c'est un commerce essentiel. Précipitez-vous dans leur librairie. Il y a un message de la librairie Charlemagne aussi qui est arrivé, qui est notre partenaire aussi ce soir. Oui. Les livres ont un pouvoir et les mots d'Isabelle portent en eux des oasis et des tempêtes, des grains de sable qui nous ouvrent des mondes. Merci, merci pour cet échange. Donc voilà, c'était les messages. Mais il y a aussi des questions. Ah oui. Il y a une question de Marc qui se demande, pensez-vous que d'avoir été dans un milieu particulier et un peu hostile a favorisé votre écriture? Qu'entend Marc par milieu particulier un peu? Si le désert, le Sahara. Le désert, oui. Alors, je dirais que... Alors, je ne l'ai jamais ressenti comme un milieu hostile parce que, justement, encore une fois, au fil des marches, les hommes bleus qui étaient là, je m'en remettais à eux. Hein, je m'en remettais à leur savoir, leur connaissance, leur sagesse. Je ne ressentais pas l'hostilité. En revanche, qu'effectivement, j'étais dans un lieu particulier, tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il agissait de façon extrêmement forte en moi, extrêmement prégnante, avec une sérénité, une quiétude enfin atteinte, enfin accessible. Ça a certainement... comment vous dire, ça a fait surgir l'écriture. Hein, ça a fait surgir l'écriture. Je me vois, si vous voulez, pencher avec ce carnet sur les genoux, encore une fois, à des ombres incertaines. Et quand je dépliais mes jambes, parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle la pause méridienne. La pause méridienne, c'est qu'on moi, j'étais parfois, les premières fois, j'avais une forme de frustration parce que je voulais avancer, marcher. Mais justement, je n'avais pas encore laissé la quiétude s'installer en moi. Je voulais voir. Je voulais plus du Sahara, du désert. Et en fait, voilà, on ne peut pas dans l'absolu marcher entre midi et 15 heures. Il faut être à l'abri du soleil, il faut être à l'abri de la brûlure, il faut être à l'abri de la déshydratation. Et c'est là que j'écrivais. Parce qu'effectivement, c'est là que j'écrivais. J'écrivais de façon... alors oui, certainement. En tous les cas, je dirais l'inquiétude et la grande paix que je découvrais à être là, elle appelait l'écriture et je dirais 20 ans après, je la retrouve parce que j'écris. Alors, donc, les deux cumulés, c'était extraordinaire. Une question d'Émilie qui revient sur votre parcours. Quel regard avez-vous sur l'évolution des livres et de la librairie, vu que vous avez été libraire? Il y a un regard aimant d'abord, un regard énamouré, épris, fidèle, très fidèle à la librairie indépendante. Et au fil du temps, j'ai appris, j'ai compris, j'ai découvert que dans ce qu'on appelle les librairies en réseau, il y a de grands libraires, c'est-à-dire il y a de grands libraires dans les maisons de la presse. Il y a qu'importe le lieu, c'est ce qu'on est, c'est le lecteur qu'on amène dans ce lieu, c'est la curiosité qui est la nôtre, qui est celle du libraire. J'étais très vent debout contre ce qu'on appelle les contrôleurs de gestion, contre le diktat de la rotation, contre à un moment donné la carte de fidélité qui parfois prime sur le conseil. Hein. Tout ça je reste ce que j'appelle voilà, être libraire, c'est exercer une passion. C'est quelque chose, c'est à la fois un métier certes magnifique, mais aussi il y a une ingratitude parce qu'on se casse le dos, on se casse les reins,
parce qu'on n'a jamais assez de temps pour lire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On ne lit pas, on grappille des secondes ou quelquefois des minutes de lecture dans la librairie. Et on est libraire parce qu'on continue à l'être bien après que la librairie soit fermée, bien après qu'on soit rentré chez soi. Et je trouve donc que voilà, donc pour moi, c'est un métier, oui, c'est un métier magnifique. Donc le parcours, je suis à la fois, je me sens proche et fidèle, et parfois il y a un chagrin parce que j'ai plus les clés du trésor, j'ai plus cette possibilité de. Je crois que mon plus grand plaisir, c'était différent d'une joie, c'était plaisir quand j'étais libraire, c'était d'être seule dans la librairie avec les livres la nuit. C'était quelque chose, voilà, c'était les livres la nuit, seule dans la librairie, c'était les étoiles avec Aït et Claire et avec mes petits carnets dans le désert. Alors Sophie, elle a une question par rapport au prix Femina que vous avez reçu, le prix Femina des lycéens. Est-ce que ce prix a changé quelque chose en vous? Et est-ce que vous attendiez que ce soit des lycéens qui vous décernent un prix? Alors, bon, en fait, quand on est auteur, le mieux, c'est de rien attendre, hein, quand même, parce que c'est très violent si on attend trop. Ça n'a pas changé autant que je le souhaiterais, pour être très franche, mais ça a changé profondément quelque chose. C'est-à-dire, ça a été un encouragement, déjà, on en a besoin, et ça a été c'est un très beau prix, les prix des lycéens, parce que je me dis que s'il y a un moment dans l'existence où on ne triche pas, c'est quand on est lycéen. Ces jeunes gens, on a partagé des choses qui resteront. Voilà ce qu'est ce prix. Ça reste quand j'écris. C'était toujours là, ce désir. Tout à l'heure, Valérie l'a dit, me connaissant, elle imagine que je ne suis pas calculatrice. J'ai plein de défauts. Il y a quelque chose, c'est que j'essaie de ne pas tricher. J'essaie d'être juste dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais et dans la façon dont j'essaye de mener ma vie qui me mène. Et voilà, ces jeunes gens, ça a été de belles rencontres. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Ça change, eh bien, peut-être, ça donne une confiance. Ça donne une confiance dans tout le doute et dans toute l'intranquillité. Ça donne j'ai envie de dire, en fait, le mot qui m'est venu quand j'ai eu ce prix, qui reste aujourd'hui le mot qui me vient, c'est le mot clairière. Sur le chemin de l'écriture, c'est une clairière. Et quand on marche et on marche et on marche et on marche, on a besoin d'une clairière pour reprendre des forces. Donc voilà. Alors, il y a un message de Julie, je vous le lis. Merci de nous avoir ravis au monde pendant cette heure et de nous avoir offert de nous abandonner à votre dialogue. Quel voyage! Et elle voudrait que vous lui parliez de la couverture, dire juste un mot sur cette couverture. Avec grand plaisir. Donc la couverture, si on retourne le livre, on voit qu'il est indiqué que c'est une photo personnelle. Et donc, il y a une silhouette tout au fond tout en haut de cette dune. En l'occurrence, c'est moi. Donc, la femme que l'on devine, voilà, on va dire livrée au ciel, livrée à l'horizon, c'est moi. Et dans le livre, il y a un moment que j'aime beaucoup, que d'ailleurs, je m'étais dit que si je mets là, le temps n'est plus là, de lire très brièvement quelque chose, c'est ce moment où Claire, où a descendu, dévalé la haute dune. Et Aït, avant qu'elle descende cette dune, lui dit prêtez attention au moment qui arrive parce que vous allez entendre le tambour des sables. Je l'ai entendu, le tambour des sables. Et j'ai essayé de l'écrire. Et cette photo, elle a été prise juste avant que j'entende le tambour des sables. Et je l'espère voilà, je l'espère quand on lit ce qu'il a provoqué, ce qu'il évoque en moi, ben c'est pour l'entendre encore.
Parfait. Alors, je vais rappeler que S'abandonner est sorti ce matin. Il est sur toutes les tables de librairie. Il est sur les tables de librairie Brouillon de Culture à Caen. Je vous engage à aller voir Valérie, qui est un très bon conseil. Voilà, elle vous le confirme. Sur toutes les autres tables de librairie, à la librairie Charlemagne et à la librairie Antoine à Versailles, qui étaient nos partenaires ce soir. Avant de vous donner le mot de conclusion, Isabelle, je vais rappeler que demain, on se donne rendez-vous à 19h, où nous allons avoir une soirée spéciale traduction, dont le sujet est traduire est trahir. Et nous aurons comme invité Jean-Yves Masson, qui est éditeur et traducteur aux éditions Verdier. Et ça sera mené par la bibliothèque de Viroflay. Merci Valérie d'avoir si bien animé cette rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis, ravie de t'avoir rencontré, Nathalie. Hein. Oui. Vous allez vous revoir là sur le poste, je pense. On espère. Isabelle, je vous laisse le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Il est tout trouvé. Je dirais que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous l'avez entendu, je crois, ce soir. L'un de mes grands désirs, c'est de partager mes lectures, celles qui me sont essentielles. Et aujourd'hui, il y a un roman qui sort en librairie qui s'appelle Gamine guerrière sauvage. Et Gamine guerrière sauvage, c'est un grand roman. C'est un roman noir. Il sort chez Plon. Et demain, vous avez même le droit de pas sortir de la librairie avec S'abandonner, mais de sortir avec Gamine guerrière sauvage. Le titre tient ce promesse. Je l'ai lu et je confirme, j'ai énormément aimé. Merci. Bonne lecture. Merci mesdames, je vous souhaite une belle soirée et belle vie à S'abandonner qui est sur les tables de librairie depuis ce matin. Et merci aux éditions Pocket. Bonne soirée mesdames. Merci Isabelle. Au revoir.